Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à ce rendez-vous d'information sur Spectrum Télévision. Il est 20h. Au sommaire de ce rendez-vous d'information, réélection des conseillers régionaux et la situation politique actuelle au Cameroun. Les conducteurs de mototaxi disent non à toute tentative d'entrave à la paix dans la ville de Douala. Ces acteurs du transport routier l'ont fait savoir ce jeudi via un mémorandum qu'ils ont officiellement remis au préfet du département du Vouri et au gouverneur de la région du littoral. Rentrée scolaire 2020-2021, le ministère de l'Éducation de base s'active. Une rencontre des responsables du dit ministère s'est tenue ce jour à Yaoundé. Mireille Siabdié nous en livre la teneur dans ce 20h. Une fois de plus, bonsoir, mesdames, messieurs. Renforcer la cohésion sociale, reconstruire les infrastructures de base et relever l'économie locale, c'est sur ces trois axes que se structure l'ébauche du manuel de procédure du plan de reconstruction des régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest. Il a été présenté ce 15 septembre au cours du second comité de pilotage dans les services du Premier ministère. Reportage. Renforcement de la cohésion sociale, reconstruction des infrastructures de base, revitalisation de l'économie locale, c'est sur ces trois piliers que se structure le manuel de procédure du plan de reconstruction des régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest. Une ébauche de ce document est présentée par le coordonnateur du dit plan au cours de la deuxième session du comité de pilotage ce 15 septembre 2020. La procédure a été élaborée pour satisfaire à une demande, à la demande de population à la base qui souhaitait s'assurer que le plan sera mis en œuvre avec le maximum de transparence. Les populations souhaitaient s'assurer de ce que les bénéficiaires du plan présidentiel soient effectivement les victimes de la crise. Un comité présidé par le directeur du cabinet du Premier ministre Balungeli Confiance Ebouné. Des sources officielles disent que cette ébauche de documents sera présentée pour accord au Premier ministre chef du gouvernement. Notre objectif, le COPIL a validé le draft, le projet, le manuel de procédure. Dès la semaine prochaine, nous déroulons des séances de formation des différents acteurs qui devraient nous aider à collecter ces données et par la suite, nous serons prêts à partir. On prit part à cette rencontre des leaders religieux, des membres du gouvernement et des représentants d'associations. On se rappelle que du 22 juin au 6 juillet dernier, le coordonnateur du plan de reconstruction et de développement des régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest, Paul Tasson, avait organisé une mission de sensibilisation et de vulgarisation auprès des populations locales de ces deux régions en crise depuis 2016. 2 semaines au cours de laquelle les priorités des populations en matière de reconstruction étaient au centre des échanges. Nous vous le disions en titre, les conducteurs de mototaxi du Vouri disent non à toute tentative d'entrave à la paix dans la ville de Douala. Ils l'ont fait savoir ce jour à travers un mémorandum et qu'ils ont officiellement rendu au préfet du département du Vouri et au gouverneur de la région du littoral. Et ces autorités promettent d'accompagner les conducteurs de mototaxi dans leur démarche et leur demandent de continuer à vaquer normalement à leurs occupations. Marquez dans les ignotions pour plus de détails. Les conducteurs de mototaxi du département du Vouri, région du littoral, se mobilisent pour barrer la route à toute tentative d'entrave à la paix dans la ville de Douala. Ce jeudi 17 septembre, ils se sont rassemblés pour rencontrer le préfet du Vouri avec un message bien précis. Nous savons tous que le 22, il y a une insurrection qui est en train d'être lancée. Et compte tenu du fait que personne de ces personnes qui veulent apporter le désordre dans le pays ne nous ont jamais proposé soit de faire un permis de conduire, soit venir avec les casques. On n'a vu personne. C'est quand ils ont envoyé leurs enfants en Europe, ils ont fait ce qu'ils veulent faire, qu'ils veulent nous utiliser pour aller dans la rue, pour qu'on se retrouve peut-être en train de mourir. On a donc dit que nous venons nous désolidariser de tout mouvement de trouble. De la parole à l'acte, ces conducteurs de mototaxi ont remis au préfet du Vouri un mémorandum dans lequel ils se désolidarisent de tout mouvement de trouble annoncé dans la cité économique. Les mototaxis du département
du Vouri se soumettent à cette disposition de l'article 2 de la Constitution et s'opposent farouchement à l'appel à l'insurrection lancé par certaines parties de l'opposition. Nous ne saurons nous associer ni de près ni de loin à un appel qui vise à renverser les institutions de la République. Tout en saluant la démarche de ses conducteurs, le préfet du Vouri leur a fait plusieurs recommandations. Nous sommes en train de nous préparer pour justement faire en sorte qu'il y ait la paix à Douala. Ce qui est annoncé là, ce qui est annoncé pour le 22, ce qui est annoncé pour le 22 n'aura pas lieu ici. Et avec vous, je crois que nous allons enrayer ce phénomène-là. Il faudrait que vous travailliez le 22 normalement. N'arrêtez pas vos activités. Mais seulement, il faudra être vigilant. La vigilance doit être de mise pour ne pas permettre que ces oiseaux de mauvais augure-là viennent infester notre cité. Je parle bien d'infester. C'est-à-dire, en fait, nous les considérons comme des virus. Des énergies négatives. Voilà, c'est des énergies négatives. Après la préfecture, les conducteurs de mototaxi se sont rendus dans les services du gouverneur du littoral pour lui remettre également leur mémorandum. La République bafouée, nous avons vu l'éducation de nos enfants hypothéqués, nous avons vu les maisons détruites, nous avons vu le développement de ces deux régions prendre un coup sérieux. Nous ne voulons pas la guerre chez nous et quiconque s'entête à déclarer la guerre trouvera les mototaxis sur son chemin. Samuel Dieudonné Ivara Diboa a promis de transmettre le document reçu à la hiérarchie et dans la foulée, il a exhorté les conducteurs de mototaxi du département du Vouri à continuer de vaquer à leurs occupations quotidiennes dans la sérénité. Un ensemble d'organisations de la société civile a tenu ce jour à Douala une conférence de presse en guise de rentrée pour donner son point de vue sur la situation sociopolitique actuelle du Cameroun. Entre autres, elles appellent le gouvernement d'encadrer les manifestations afin d'éviter les débordements et non de les réprimer. Je vous propose d'écouter Maximilienne Ngombe du REDAC au micro de STV. La société civile tient à rappeler que le rôle des autorités est d'encadrer les manifestations afin d'éviter les débordements et non de les réprimer. C'est pourquoi l'État du Cameroun sera tenu pour responsable devant les institutions régionales et internationales dont il fait partie de toute violence et tout autre acte de torture et traitement inhumain et dégradant qui serait exercé sur les manifestants. Enfin, nous encourageons les forces de défense et de sécurité de ne pas user de leurs armes et ou prêter le flanc à cette violence afin de préserver la paix que le chef de l'État prône. N'a-t-il pas dit, je le cite, « Je suis mendiant de la paix ». Pour terminer, messieurs, madame les journalistes, la société civile réitère la nécessité de la tenue d'une commission vérité, justice et réconciliation dont la proposition concrète a été déposée dans les bureaux du chef de l'État et d'autres membres du gouvernement, ainsi que certains membres des partis politiques et institutions régionales et internationales. Lutte contre le coronavirus, le gouvernement camerounais fait son bilan et invite les populations camerounaises à respecter les mesures barrières. Bien que le virus soit repoussé, il n'est pas complètement éradiqué. Mireille Sabier. Pour René Emmanuel Sadi, la présente communication se veut pour le gouvernement l'occasion d'en appeler au sens civique des concitoyens camerounais, tant pour le respect scrupuleux des recommandations de l'Organisation mondiale de la santé OMS que pour la stricte observance des principales mesures barrières édictées par le gouvernement, à savoir le port systématique du masque dans les lieux publics et la distanciation sociale. Après plusieurs semaines de mobilisation de tous les acteurs étatiques et de déploiement des personnels de santé concernés par la riposte, opération confortée par l'apport des différents partenaires bilatéraux et multilatéraux et par ailleurs, sur la base des résultats obtenus et tout bien considéré,
l'on peut affirmer que l'évolution de la pandémie du coronavirus au Cameroun apparaît dans l'ensemble satisfaisante. Si on peut à juste titre s'en féliciter, selon le ministre de la Santé publique, le Dr Madaouda Malachi, l'on doit cependant garder le tout triomphalisme, car avoir le contrôle de la situation ne signifie nullement que le Cameroun a désormais vaincu la Covid-19. Autrement dit, la pandémie du coronavirus, bien que maîtrisée, n'est à ce jour ni vaincue, ni éradiquée, ni domptée au Cameroun, renchérit le ministre de la Communication, raison pour laquelle René Emmanuel Sadi, par sa voix, exhorte les Camerounais à continuer de respecter les principales mesures édictées d'un côté par l'OMS et de l'autre par le gouvernement de la République, à savoir le port obligatoire et systématique du masque dans les lieux publics, le respect de la distanciation sociale, le lavage régulier des mains avec de l'eau propre, coulante ou avec du gel hydroalcoolique. Par ailleurs, en cette période déterminante pour la consolidation des acquis, un certain nombre de dispositions doivent être prises tant au plan sanitaire, administratif que sécuritaire. Il s'agit d'un ensemble de comportements qui suppose l'implication individuelle et collective des citoyens, invités à faire preuve tantôt de responsabilité, de sérieux et surtout de civisme. Et ce, en conformité avec l'exhortation permanente du président de la République Paul Biya, car personne ne peut nuire gravement à l'ensemble de la communauté. La discipline reste de rigueur, d'où l'implication des pouvoirs publics, entre autres celle des départements ministériels en charge de la santé publique, de la décentralisation et du développement local, ainsi que de la délégation générale à la sûreté nationale. Dans les marchés, la tomate est de plus en plus chère et rare, une situation qui impacte négativement le quotidien des revendeurs, des ménageurs et des restaurateurs. Notre reporter a rencontré quelques-uns au marché Dakar, dans le 3e arrondissement de Douala. Voici son reportage. La tomate est au centre des malheurs des revendeuses du marché Dakar dans le 3e arrondissement de Douala. Après la saison d'abondance qu'a connue ce légume, au mois de juin et juillet dernier, il se fait de plus en plus rare aux grandes dames de ces commerçants. En ce moment, nous détaillons la tomate, 4 petits fruits à 100 francs, 4 moyens à 200, ce qui est un peu gros, 4 à 300, et les gros là, 5 à 500. On achète un cajou pendant 3 jours. Et ça reste là, ça pourrit. C'est que les vivres frais, la conservation est très difficile. Et les clients se plaignent. Donc maintenant, les clients choisissent beaucoup plus pour préparer la sauce d'arachide. La tomate qui coûtait dernièrement 2-2 000 francs le cajou, qu'on marchait partout dans la ville. Maintenant, le même cajou de tomate, on le retrouve à 12 000, 12 500. Vraiment, les femmes se plaignent. Et nous-mêmes, ça nous dépasse. Quand nous, on achète à 12 000 francs, on vend là, on ne sort pas. Une situation de rareté et de cherté qui a un impact sur la ménagère et les restauratrices. Désormais, on se laisse aller au mélange avec des tomates condensées. Je remonte la tomate et les condiments. Est-ce que ça a le même goût? Oui, si tu confectionnes très bien, ça va donner le même goût. Oui. Le ndjan, ça remonte quand même beaucoup plus la tomate. Et je mélange avec la tomate en sachet aussi. Le prix de la tomate est tellement cher même. Il n'y a plus la tomate de 100 francs. C'est 200 le tas, 500. Et 4 tomates. On essaie de se défendre avec le peu qu'on peut avoir. Commerçants ou clients, chacun a une explication. D'aucuns pensent à la saison de pluie qui n'est pas favorable à la culture des tomates et d'autres accusent ces agriculteurs qui destinent le fruit de leur récolte au marché des pays voisins. Rentrée scolaire 2020, nous vous le disions en titre, le ministère de l'Éducation de base met les petits plats dans les grands. On s'active donc dans ce département ministériel. Une réunion d'évaluation de perspective s'est tenue ce jour. Tout du même table, les responsables du dit ministère. Une rencontre présidée d'ailleurs par le ministre Laurent Serge Toudingwa. Reportage. Pour la rentrée scolaire prochaine, le ministère de l'Éducation de base attend 6 millions d'élèves dans le primaire et les mesures barrières contre le coronavirus seront respectées, rassure le ministre Laurent Serge Toudingwa qui mise sur des préparatifs matériels. Bien entendu, le gouvernement n'a pas attendu aujourd'hui pour faire ces préparatifs. Ils sont en cours. C'est évidemment le cas et l'occasion de rappeler aux parents et tuteurs de ces élèves que les mesures barrières se préparent non seulement à l'école mais également à la maison.
il faudrait que tous nos élèves aient des cache-nez à la rentrée. Les familles en sont les premiers responsables avec l'État. Ceux qui ne pourront rien avoir des familles, comme l'a indiqué le chef de l'État, le gouvernement s'occupera d'eux. Les performances de l'année scolaire antérieure sont passées à l'évaluation et il en ressort que celle-ci présente des résultats plutôt positifs par rapport à ce qui avait été projeté. Toutefois, il reste quelques difficultés à corriger. Le gros problème que nous avons dans le secteur privé de base, c'est celui de stabiliser les effectifs d'enseignants. Nous sommes en train de le faire et nous savons que dans ce secteur-là, les demandes sont nombreuses. Nous ne pourrons jamais, pour l'instant, avoir les moyens de répondre à toutes ces demandes-là. Mais nous allons progressivement réduire le déficit d'enseignants grâce aux efforts et aux orientations que le chef de l'État nous donne et globalement aussi à la présence de nos partenaires au développement. L'année scolaire 2020-2021 devra s'assimiler au déroulement de l'année dernière car le Covid-19 impose d'élargir l'assiette des préparatifs et l'on peut par ailleurs rappeler qu'un peu plus d'un demi-million d'élèves étaient dans les classes d'examen. Quel sous-système préféreriez-vous pour vos enfants à quelques semaines de la rentrée scolaire 2020-2021? Les enfants et parents rencontrés ce jour dans la ville de Douala disent d'une part avoir une préférence pour l'enseignement général et d'autre part pour l'enseignement technique. Pour ces parents, il est facile de comprendre les raisons. Nous les écoutons. J'ai choisi l'enseignement général pour que l'enfant s'instruise d'abord afin de virer en technique. Parce que si j'envoie directement l'enfant en technique, l'enfant ne peut pas, je vais dire, s'instruire normalement parce que la technique est différente de général. Dans le général, il y a les langues, il y a tout, c'est pas ça. Bon, en technique, il n'y a pas toutes ces matières, il n'y a pas les langues. Pourtant, en général, l'enfant s'exprime mieux afin d'embrasser la technique. L'enseignement général, c'est pour cela. J'imite mes grands. Mes grands frères m'ont conseillé de faire la C générale. Là. Tous mes grands frères font la générale. On nous a longtemps lobé avec l'enseignement général. J'ai fait l'enseignement général, mais ce que je fais aujourd'hui, c'est beaucoup plus la technique. Donc moi, je conseille aux Camerounais d'inscrire leurs enfants dans les enseignements techniques, parce que c'est ça l'avenir du Cameroun. On a besoin beaucoup plus de techniciens que de généralistes. À l'époque, c'était possible, étant donné que l'administration, il y avait peu de personnes dans l'administration. L'État avait besoin des administrateurs. Voilà pourquoi on demandait aux gens d'aller faire l'enseignement général. Aujourd'hui, on n'a plus besoin d'administrateurs. On a besoin des gens qui vont monter au poteau électrique. Non, mon enfant, j'ai laissé l'enfant faire le choix, puisque à nos jours, avec les multiples problèmes qu'on rencontre en milieu scolaire, il vaudrait mieux laisser l'enfant faire son choix. Tu peux opter un autre choix à l'enfant et que devant peut-être l'enfant trouve des difficultés. Donc ce serait mieux pour moi de laisser mon enfant faire son choix. À l'étranger, Amnesty International déclare avoir obtenu des vidéos montrant les forces de sécurité du Mozambique torturant et maltraitant donc des militaires. Le groupe de défense appelle à des enquêtes indépendantes, mais le porte-parole du ministère de la Défense du Mozambique a déclaré que les vidéos ne devraient pas être prises au sérieux. Plus de précisions dans ce reportage de Salem Solomon pour VOA. Une vidéo qui semble montrer les forces de sécurité mozambicaines torturant et probablement tuant des militants suscite des appels à des enquêtes de la part des responsables gouvernementaux. Amnesty International a obtenu 5 vidéos et 3 photos qui, selon elle, ont été prises dans la région agitée de Cabo Delgado. Les images ont été analysées par le Crisis Evidence Lab qui estime qu'elles sont authentiques et datent des 6 premiers mois de 2020. Dans l'une des vidéos, l'un des soldats coupe l'oreille d'un détenu et l'exhibe devant des gens qui applaudissent. Dans un autre cas, il menace d'allumer du feu et brûler des personnes qui sont encore en vie. Cette scène n'est pas réellement enregistrée sur vidéo.
Le porte-parole du ministère de la Défense du Mozambique, Omar Saranga, a déclaré que les images devraient être considérées avec scepticisme. Mais selon Amnesty, les assaillants semblent appartenir aux forces de défense armées du Mozambique et à l'unité d'intervention rapide. Le porte-parole a souligné que les groupes extrémistes et les insurgés cherchent à discréditer les forces de sécurité en portant leurs vêtements. Il déplore le fait que les défenseurs des droits de l'homme n'aient pas pris en compte la nature de la propagande des extrémistes. Malgré la position du gouvernement, Amnesty estime qu'il est important que le Mozambique mette en place une enquête approfondie par un organe impartial. L'étape suivante est que le gouvernement doit mener une véritable enquête et non une enquête de blanchiment ou de déni immédiat. Ils ne doivent pas considérer cela comme des fausses nouvelles ou quoi que ce soit d'autre. Ils doivent faire une véritable enquête, prouver qu'ils font des recherches approfondies dans tous les départements des forces de l'ordre. D'où la nécessité d'engager un bureau et une branche d'enquête extérieure, et le gouvernement devrait avoir la possibilité de le faire. Le motif des attaques semble être des représailles, a déclaré Kastner. Dans l'une des vidéos, un soldat semble faire référence à son déploiement dans la région en disant « Je suis ici à cause de vous ». Ils ne posent pas de questions, ce n'est pas un interrogatoire. Cela ressemble définitivement à une punition dans au moins une des vidéos. Pour Amnesty International, sans demander des comptes aux auteurs de ces actes, il sera difficile pour le gouvernement de regagner le soutien des habitants. Parlons sport à présent. Avant de mettre un terme à ce journal, le ministère des Sports et de l'Éducation physique prescrit l'application immédiate des sentences prononcées par le TAS les 14 et 15 septembre dernier. C'est l'une des recommandations qui découle de la réunion de concertation qui s'est tenue ce jour entre le MINSEP, la Ligue de football professionnel du Cameroun et le responsable de New Star de Douala. Plus de précisions dans ce reportage d'Olivier Bouzike. Cette réunion sous haute tension présageait d'emblée des échanges houleux entre les différents protagonistes, le patron de la FECAFOOT, celui de la Ligue de football professionnel et le président de New Star de Douala. Sauf que le ministre des Sports et de l'Éducation physique, représentant du gouvernement, a eu raison des trois parties. Après avoir écouté les différents camps, Narcisse Moïle-Kombi a recommandé comme première mesure à la FECAFOOT l'application immédiate et sans condition des sentences prononcées par le TAS les 14 et 15 septembre 2020. Créer un climat favorable au rassemblement de tous les acteurs concernés, à l'apaisement des tensions et divergences d'intérêts et au développement du football dans notre pays en cohérence avec les lois et règlements de la République. D'impliquer davantage tous les acteurs à la gestion des problèmes inhérents à l'organisation et à la pratique du football au Cameroun, en renforçant le dispositif de concertation permanente existant. À la Ligue de football professionnel qui hérite des résultats d'un championnat organisé par sa tutelle pendant sa suspension à travers une instance de suppléance, le ministre des Sports et de l'Éducation physique a prescrit de tout mettre en œuvre pour mieux gérer la continuité du travail abattu par le comité Alim Konaté. De trouver la formule adéquate pour le déroulement serein des championnats professionnels déjà annoncés par la tutelle fédérale. Cette formule devrait garantir leur reprise à très brève échéance et le déroulement intégral de leur phase allée avant la mi-décembre 2020. Date imposée ou envisagée pour la mise des infrastructures sportives à la disposition de la CAF dans la perspective de l'organisation du CHAN prévue dès le 16 janvier 2021. La rencontre s'est achevée avec la tension dans l'air. Aucun des dirigeants sportifs présents n'a accepté d'accorder d'interview à la presse. Le ministre a parlé, ça suffit. Fin du 20h sur Spectrum Télévision. Au prochain rendez-vous demain à la même heure et sur la même chaîne de télévision. Madame, Monsieur, restez fidèles, nos programmes se poursuivent en temps réel. Bonsoir à tous et à toutes. Au revoir.